Mon frère a échangé mon bébé à la naissance avec un enfant mourant. Il a vendu ma fille en bonne santé à des acheteurs riches. J'ai élevé l'enfant malade comme le mien jusqu'à ce qu'elle meure à 6 ans. À ses funérailles, il a pleuré et a fait un discours émouvant sur la perte de sa précieuse nièce. Puis son fils de 7 ans m'a chuchoté. « Tante Jessica, devrais-je te dire où papa a vraiment emmené ton vrai bébé cette nuit-là » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mon neveu Colby n'avait que 7 ans lorsque, aux funérailles de sa sœur, il m'a regardé droit dans les yeux pour me demander s'il devait me révéler où son père avait réellement emmené mon bébé 5 ans plus tôt. C'est à cet instant que j'ai compris que l'enfant que je venais d'enterrer n'était pas le mien. Je m'appelle Jessica, et avant de vous raconter cette histoire, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Pendant 5 ans, j'ai élevé une petite fille nommée Meredith. Je l'ai tenue dans mes bras lors d'innombrables crises d'épilepsie, je lui ai chanté des chansons au cours de 3 opérations à cœur ouvert, et j'ai mémorisé chaque bip de chaque machine qui la maintenait en vie. Quand elle est décédée il y a 6 jours, j'ai cru que mon monde s'était effondré. Mais ce jour-là, dans ce salon funéraire, en écoutant la confession murmurée de mon neveu de 7 ans, j'ai découvert que mon monde s'était en réalité effondré 5 ans plus tôt. Je ne le savais tout simplement pas. Mon frère Garrett était l'enfant prodige de notre famille. Tandis que je peinais à l'université communautaire et enchaînais les services chez Target, il avait brillamment réussi ses études de commerce et bâti un empire immobilier avant même d'avoir 30 ans. Nos parents aimaient plaisanter en disant qu'ils avaient eu un enfant qui avait hérité de l'intelligence et un autre du cœur. Ils sont morts 2 ans avant que ce cauchemar ne commence, ce qui est peut-être la seule bénédiction dans toute cette histoire tordue. Au moins, ils n'ont jamais eu à savoir de quoi leur fils était capable. Les principaux acteurs de cette tragédie se tenaient tous dans ce salon funéraire ce jour-là. Il y avait Garrett lui-même, 42 ans, costume de créateur parfaitement repassé, livrant la performance de sa vie en tant qu'oncle éploré. Sa femme, Wendy, s'accrochait à son bras, le visage empreint d'une tristesse étudiée pour une enfant qu'elle avait à peine visitée au cours des 3 dernières années. Leur fils, Colby, se tenait à l'écart. Ce petit garçon sérieux, avec les cheveux sombres de son père mais, heureusement, la conscience de sa mère. Et puis il y avait Meredith. Ma Meredith, l'enfant que j'avais aimé avec une ferveur qui me surprenait chaque jour. Elle aurait dû être là, avec nous, mais elle reposait dans ce petit cercueil blanc, vêtue de la robe violette qu'elle avait choisie elle-même 2 semaines plus tôt. « Pour quand je serai guérie, maman » avait-elle dit. Le violet me donne l'air moins pâle. Mais selon Colby, elle n'était pas du tout la mienne. Le salon funéraire était bondé de gens de notre communauté. Le kinésithérapeute de Meredith, Polo, était là, cet homme qui avait passé 3 ans à lui réapprendre à marcher après sa 2e opération. Son enseignante, Madame Rodriguez, avait fermé les yeux pendant le discours de Garrett, se souvenant probablement de la façon dont Meredith avait insisté pour aller à l'école, même quand elle pouvait à peine tenir un crayon. Le docteur Ansley se tenait dans un coin, au fond, et je me souviens avoir trouvé étrange qu'il évite le regard de tout le monde. Les Vaughn étaient là aussi, bien que je ne sache pas qui ils étaient à l'époque. Un couple bien habillé, la cinquantaine, assis 3 rangs derrière moi. La femme n'arrêtait pas de me fixer avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Son mari lui serrait la main si fort que ses jointures étaient blanches. Plus tard, j'apprendrai qu'ils avaient fait la route depuis Manhattan, attirés par une notice nécrologique que Garrett avait tenté d'empêcher de paraître dans le journal. L'éloge funèbre de Garrett fut un chef-d'œuvre de manipulation. Il parla de courage, de liens familiaux, et de la façon dont Meredith nous avait tous appris à apprécier chaque lever de soleil. Il prononça même ces mots, elle était exactement là où elle devait être, entourée d'amour jusqu'à la toute fin. La foule pleurait. Quelqu'un derrière moi murmura quel oncle dévoué il avait été, comment il avait payé tous les traitements de Meredith quand je ne pouvais pas me les permettre. C'est à ce moment-là que Colby bougea. Ce petit garçon dans son premier costume, acheté spécialement pour l'occasion, s'approcha de l'endroit où j'étais assise au premier rang. Il ne dit rien au début, glissant simplement sa petite main dans la mienne. Sa paume était moite et je pouvais le sentir trembler. « Tante Jessica » murmura-t-il, assez bas pour que je sois la seule à entendre. « Je dois te dire quelque chose sur la nuit où Meredith est née. » Je me penchai, pensant qu'il voulait peut-être partager un souvenir ou avait besoin de réconfort. « Qu'y a-t-il, mon chéri ?» Papa pleure pour la mauvaise fille. Ses yeux verts se plantèrent dans les miens avec une intensité qui me serra la poitrine. Est-ce que je devrais te dire où papa a vraiment emmené ton vrai bébé cette nuit-là? Parce que je sais où elle est.
Je connais son nom et je sais pourquoi papa reçoit ces appels téléphoniques qui le mettent si en colère. La musique d'orgue continuait de jouer. Les gens continuaient de défiler devant le cercueil. Gareth poursuivait son discours sur la perte et l'amour. Mais à cet instant, toute ma réalité se fissura, et la vérité commença à s'infiltrer par les brèches. Il faut que je vous ramène là où ce cauchemar a commencé, il y a 5 ans, à l'hôpital général de Riverside, le 15 octobre 2019, à 3 heures du matin. J'avais 27 ans, j'étais seul et terrifié. Les contractions avaient débuté pendant mon service dans l'agence de marketing où je travaillais 60 heures par semaine pour tenter de faire mes preuves. Mon petit ami, Travis, avait disparu 3 mois plus tôt. Dès que la deuxième ligne rose était apparue sur le test de grossesse, il avait laissé un mot disant qu'il n'était pas prêt pour la paternité et avait déménagé à Seattle. Je ne l'ai pas poursuivi. Ce bébé était mon miracle, pas le sien. Gareth était là cette nuit-là, jouant le rôle du frère parfait et solidaire. Il m'avait conduite à l'hôpital dans sa Mercedes, m'avait tenu la main pendant les contractions, et avait même plaisanté avec les infirmières pour me remonter le moral. Ma sœur est sur le point de devenir la meilleure maman du monde, disait-il à qui voulait l'entendre. Ce bébé a gagné au loto en ayant Jessica comme mère. Nos parents étaient décédés dans un accident de voiture 2 ans auparavant, en rentrant de leur dîner d'anniversaire. Un conducteur ivre avait grillé un feu rouge. Il nous avait laissé la maison, que j'avais vendue pour payer leurs dettes médicales et mes prêts étudiants. Gareth m'avait proposé son aide financière, mais j'étais trop fier à l'époque. Je voulais prouver que je pouvais me débrouiller seul. Avec le recul, si j'avais accepté son aide plus tôt, peut-être ne se serait-il pas senti le droit de prendre des décisions sur ma vie plus tard. L'accouchement s'est rapidement transformé en urgence. Le rythme cardiaque du bébé a chuté, puis le mien s'est emballé. Le docteur Ansley est arrivé en courant et a ordonné une césarienne d'urgence. « Nous devons agir vite », a-t-il dit. La dernière chose dont je me souviens avant que l'anesthésie ne fasse effet, c'est Gareth me serrant la main, me promettant que tout irait bien. Quand je me suis réveillé des heures plus tard, la pièce était sombre et ma gorge était aussi sèche que du sable. Gareth était assis sur la chaise à côté de mon lit, tenant un petit paquet emmailloté dans une couverture d'hôpital rose. Son visage était étrange, comme s'il s'efforçait de composer l'expression adéquate. « Voici ta fille, Jess », dit-il doucement. « Elle est magnifique. » Mais quand il la plaça dans mes bras, ses mains tremblaient. Le bébé était si petit, peut-être 2,2 kilos. Elle avait un tube dans le nez et des moniteurs attachés à sa poitrine. Sa peau avait une teinte bleutée qui me noua l'estomac. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Ma voix sortit rauque et effrayée. C'est alors que le docteur Ansley entra avec un presse-papier et cette expression prudente que les médecins arborent lorsqu'ils annoncent de mauvaises nouvelles. Votre fille a le syndrome d'hypoplasie du cœur gauche. C'est une malformation cardiaque congénitale grave. Elle aura besoin de plusieurs opérations, en commençant dans les prochains jours. Les mots me frappèrent comme des coups. Hypoplasie, congénitale, multiples opérations. Je baissai les yeux vers cette petite personne dans mes bras, sa poitrine se soulevant avec tant d'efforts juste pour respirer. Mais elle ira bien après les opérations? Le docteur Ansley échangea un regard avec Gareth que j'étais trop bouleversé pour analyser. Nous ferons tout notre possible. C'est une battante. Je l'ai appelée Meredith en hommage à notre grand-mère, la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Grand-mère Meredith avait élevé seule 6 enfants après la mort de grand-père pendant la guerre de Corée. Si ma fille avait ne serait-ce que la moitié de la force de celle dont elle portait le nom, elle s'en sortirait. L'infirmière, Patricia, fut étrangement attentive ces premiers jours. Elle faisait des gardes doubles, se trouvant toujours là quand j'avais besoin d'aide. Certains bébés sont simplement spéciaux, disait-elle en ajustant les moniteurs de Meredith. Ils viennent au monde pour nous apprendre quelque chose d'important. À l'époque, je pensais qu'elle était philosophe. Maintenant, je sais qu'elle était rongée par la culpabilité. Gareth a pratiquement vécu à l'hôpital cette semaine-là. Il s'est occupé de toute la paperasse de l'assurance, a discuté avec les administrateurs au sujet de la couverture, et a même engagé un spécialiste de Johns Hopkins pour un deuxième avis. Ne t'inquiète pas pour le coup, n'arrêtait-il pas de dire. La famille prend soin de la famille. C'est ce que maman et papa auraient voulu. Sa femme, Wendy, est venue une seule fois, amenant leur fils de 2 ans, Colby. Elle est restée au bord de la chambre comme si elle avait peur de s'approcher. Elle est si petite, a murmuré Wendy, avant de prétexter que Colby avait besoin de sa sieste et de partir en moins de 10 minutes. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme.
Quelle sorte de belle-sœur fuit un bébé qui se bat pour sa vie? Avant que je ne ramène Meredith à la maison, Gareth m'a prise à part. Jessica, tu vas faire face à des défis que d'autres mères n'imaginent même pas. Mais tu n'es pas seule. Je serai là à chaque étape. Quoi que tu aies besoin, quand tu en auras besoin. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Il était mon frère, ma seule famille. Je n'avais aucune idée qu'il m'avait déjà trahi de la pire manière imaginable. Que le nourrisson malade que je ramenais à la maison n'était pas la fille en bonne santé que j'avais réellement mise au monde. Les 5 années suivantes furent un tourbillon de visites à l'hôpital, de rendez-vous chez les spécialistes et de nuits blanches. Meredith a dû subir 3 opérations avant son 2e anniversaire. La première a eu lieu alors qu'elle n'avait que 4 jours. Je suis restée assise dans cette salle d'attente pendant 9 heures, promettant à Dieu tout ce qui me venait à l'esprit s'il la laissait survivre. La 2e opération a eu lieu à 8 mois, la 3e à 18 mois. À chaque fois, les médecins m'ont averti de me préparer au pire. À chaque fois, Meredith leur a prouvé qu'ils avaient tort. J'ai quitté mon emploi en marketing après sa 2e opération. Mon patron, Kenneth, a essayé d'être compréhensif, mais aucun employeur ne peut s'adapter à une employée qui manque 3 jours par semaine pour des rendez-vous médicaux. J'ai épuisé mon compte d'épargne en 6 mois. Mon plan de retraite a duré une autre année. Puis j'ai commencé à vendre des choses. Les bijoux de maman d'abord, puis les meubles du salon, puis ma voiture. Je prenais le bus pour aller à l'hôpital, portant Meredith et sa bouteille d'oxygène, ignorant les regards des autres passagers. Gareth venait nous voir tous les mois, apportant toujours des cadeaux coûteux, de la nourriture pour bébé bio d'une boutique de Manhattan, des vêtements de créateurs que Meredith finissait inévitablement par tacher de médicaments ou de vomi, des jouets éducatifs avec lesquels elle était trop faible pour jouer. « Comment va ma nièce préférée ?» disait-il. Mais quelque chose clochait. Il la tenait comme si elle était en verre, fixait son visage comme s'il le mémorisait, puis me la rendait rapidement. Sa femme, Wendy, a cessé de venir après la fête du 1er anniversaire de Meredith. C'est trop dur pour elle, m'a expliqué Gareth alors que nous regardions Meredith lutter pour souffler sa seule bougie. Voir Meredith si malade lui rappelle à quel point la vie est fragile. Elle est terrifiée à l'idée que quelque chose arrive à Colby. J'avais envie de lui hurler dessus. Comme c'était pratique pour Wendy de pouvoir choisir de voir ou non la souffrance. Je n'avais pas ce luxe. Mais je suis restée silencieuse car Gareth payait les médicaments de Meredith que l'assurance ne couvrait pas. 2000 $ par mois pour un seul médicament pour le cœur. 1000 autres pour le spécialiste qui gérait son cas. Il ne s'est jamais plaint, ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau, mais la dynamique du pouvoir avait changé. J'avais besoin de lui. Les factures médicales m'écrasaient. Les agences de recouvrement appelaient tous les jours. Le service financier de l'hôpital me connaissait par mon nom. C'est alors que Gareth est intervenu avec son offre généreuse. Emménage dans notre maison d'amis. Elle est vide. Loyer gratuit et je couvrirai tous les traitements de Meredith. Pas de discussion. La maison d'amis était plus grande que mon appartement, avec une vue magnifique sur leur piscine. Emménager là-bas ressemblait à une défaite, mais Meredith avait besoin de stabilité. Elle venait de réapprendre à marcher après sa dernière opération, faisant ses pas prudents et fiers dans la salle de kinésithérapie. J'aurais fait n'importe quoi pour maintenir ses progrès. En vivant sur sa propriété, j'ai commencé à remarquer des choses. Gareth prenait des appels à des heures étranges, marchant toujours jusqu'au fond de son jardin où il pensait que personne ne pouvait l'entendre. Il revenait tendu, s'en prenant à Wendy pour des broutilles. Il y avait une pièce dans leur maison qui restait fermée à clé, même lorsqu'ils organisaient des fêtes. Wendy elle-même devenait de plus en plus distante, évitant mon regard lorsque nous nous croisions dans l'allée. Et Colby, le doux et silencieux Colby, disait parfois les choses les plus étranges. Il avait commencé à passer du temps dans la maison d'amis, jouant tranquillement pendant que Meredith faisait la sieste. Papa dit que les secrets maintiennent les familles unies, m'a-t-il dit un jour alors qu'il coloriait à ma table de cuisine. Quel secret, mon chéri? Le genre qui coûte cher. Le genre qui achète des piscines, des voitures et des voyages à Disney World. Il n'a pas levé les yeux de son livre de coloriage. On est allé à Disney World 3 fois cette année. Maman dit que c'est trop, mais papa dit qu'on peut se le permettre maintenant. Une autre fois, je l'ai entendu parler à Meredith pendant l'un de ses bons jours. Tu as de la chance, a-t-il dit. Tu peux rester ici avec tante Jessica. Moi, je dois vivre dans la grande maison où tout le monde se dispute tout le temps à propos d'argent, de papier et de quelqu'un qui s'appelle Monsieur Von. Plus Meredith tombait malade, plus Gareth devenait généreux.
Un nouveau fauteuil roulant est apparu du jour au lendemain lorsque l'ancien s'est cassé. Du matériel médical spécialisé, refusé par l'assurance, s'est matérialisé dans mon salon. Il a engagé une infirmière privée pour les jours où j'étais trop épuisé pour fonctionner. Notre cousine Tamara a demandé une fois lors d'un barbecue familial, « Comment Gareth peut-il se permettre tout ça? Le marché de l'immobilier n'est pas si bon. » Il a fait des investissements intelligents, a répondu Wendy rapidement, avant de changer de sujet. Puis est arrivé ce matin horrible, le 3 janvier 2025. Meredith était stable depuis des semaines. Nous planifions sa fête pour ses 5 ans, et elle avait choisi un thème de licorne. Elle voulait des ballons violets et un gâteau au chocolat avec un glaçage arc-en-ciel. Je l'ai trouvée dans son lit au lever du soleil, paisible, comme si elle dormait. Son lapin en peluche préféré était blotti sous son bras. Ses lèvres étaient bleues. Les ambulanciers ont essayé pendant 30 minutes. Le docteur Ansley nous a rejoints à l'hôpital, mais je savais déjà. Parfois, avec des conditions aussi sévères, le corps abandonne tout simplement, a-t-il dit. Il n'a pas osé me regarder dans les yeux en le disant. Les funérailles ont été entièrement orchestrées par Gareth. Il s'est occupé de chaque détail pendant que j'étais assise, en état de choc, incapable de réaliser que Meredith était vraiment partie. D'immenses arrangements floraux sont arrivés de la part de ses contacts professionnels. Il a engagé le salon funéraire le plus cher du comté, choisi un cercueil blanc avec une doublure en soie rose qui coûtait plus cher que mon ancienne voiture, et organisé une réception qui aurait pu être un banquet de mariage. Quand j'ai tenté de protester contre les dépenses, il m'a agrippé les épaules et a dit « Jessica, s'il te plaît, laisse-moi faire ça. Laisse-moi honorer ma nièce comme il se doit. » Le service a eu lieu à la cathédrale Sainte-Catherine, bien que nous ne soyons pas catholiques. Gareth avait réussi à convaincre le prêtre de faire une exception. 200 personnes remplissaient les bancs. J'étais assise au premier rang, me sentant comme sous l'eau, les sons étouffés et déformés. Wendy était assise à 3 sièges de Gareth. J'ai remarqué que Colby s'était placé entre moi et ses parents, son petit corps rigide dans un nouveau costume noir. Gareth a insisté pour prononcer l'éloge funèbre. Il se tenait à ce pupitre comme un sénateur s'adressant à la nation, sa voix se brisant aux moments opportuns. Meredith nous a tous appris le courage, a-t-il dit, de véritables larmes coulant sur son visage. Ma précieuse nièce affrontait chaque jour avec un sourire, malgré une douleur qui briserait des adultes. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais demandé pourquoi elle. Elle aimait, tout simplement. Elle aimait sa mère avec une dévotion féroce. Elle aimait sa famille avec une joie pure. Elle aimait la vie, même lorsque la vie semblait déterminée à ne pas l'aimer en retour. Les gens sanglotaient. Même Wendy, qui n'avait pas rendu visite à Meredith depuis 3 ans, s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Le docteur Ansley était assis au dernier rang, la tête baissée. Patricia, l'infirmière de la nuit de la naissance de Meredith, se tenait contre le mur comme si elle ne pouvait pas se résoudre à s'asseoir. J'aurais dû me demander pourquoi ils étaient là, ces professionnels de la santé qui avaient mis au monde des centaines de bébés. Pourquoi ces funérailles en particulier? Jessica, poursuivit Gareth depuis le pupitre. Tu as donné à ce petit ange la meilleure vie possible. L'amour de notre famille l'a entouré jusqu'à la toute fin. Maman et papa seraient si fiers de la mère que tu es devenue. Meredith a eu de la chance de t'avoir. Nous avons tous eu de la chance de l'avoir, ne serait-ce que pour 5 ans. Mais Colby ne pleurait pas. Le garçon de 7 ans était assis, parfaitement immobile à côté de moi, ses petites mains serrées en poing sur ses genoux. Quand tout le monde s'est levé pour la prière finale, il est resté assis, fixant son père avec une expression que je n'avais jamais vue sur le visage d'un enfant. C'était un mélange de mépris et de détermination. Après le service, les gens se sont mêlés dans la salle de réception, partageant des histoires sur Meredith. Son institutrice de maternelle a décrit comment Meredith avait insisté pour être le chef de file même quand elle avait besoin de son déambulateur. La pharmacienne a raconté comment elle disait toujours merci pour ses médicaments, même ceux qui avaient un goût terrible. Chaque histoire ressemblait à un nouvel adieu. C'est alors que Colby a tiré sur ma robe noire. Son visage était pâle mais résolu, comme s'il avait rassemblé son courage pour ce moment précis. « Tante Jessica, je peux te dire quelque chose ?» Je me suis agenouillé à sa hauteur, pensant qu'il avait besoin de réconfort. Peut-être voulait-il partager un souvenir de jeu avec Meredith ou avait-il besoin d'être rassuré sur la mort. « Bien sûr, mon chéri, tu peux tout me dire. » Papa pleure pour la mauvaise fille. Ses yeux verts se sont fixés sur les miens avec une intensité qui m'a coupé le souffle. « Est-ce que je devrais te dire où papa a vraiment emmené ton vrai bébé cette nuit-là »
La salle de réception n'est pas devenue silencieuse, mais dans ma tête, tout s'est arrêté. La pièce semblait tourner légèrement. Que veux-tu dire, Colby? Il a jeté un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait, puis s'est penché plus près. J'ai entendu papa au téléphone la semaine dernière. Il était dans son bureau fermé à clé, mais il criait si fort que j'entendais à travers la porte. Il se disputait avec quelqu'un qui s'appelle Monsieur Von. Papa a dit, j'ai rempli ma part du contrat il y a 5 ans. Votre fille est en bonne santé et magnifique. L'enfant de ma sœur est morte comme convenu. Payez le reste ou je dirai la vérité à tout le monde. Mes mains tremblaient. J'ai saisi les petites épaules de Colby, probablement trop fort, mais j'avais besoin de me stabiliser. Colby, c'est très important. Qu'as-tu entendu d'autre? Papa a dit que Nora Von n'est pas malade comme l'était Meredith. Il a dit qu'elle est parfaite. Il a dit qu'elle a les yeux de Jessica et le sourire de Jessica. C'est toi, tante Jessica. Il a dit qu'elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Le sol semblait s'incliner sous mes pieds. Tu es sûr? Tu es absolument sûr que c'est ce que tu as entendu? Colby a sorti de la poche de son costume un morceau de papier plié. Je l'ai écrit pour ne pas oublier. Papa m'a appris à toujours documenter les conversations importantes. Il ne savait pas qu'il m'apprenait à le documenter, lui. J'ai attendu minuit pour confronter Garrett. Les invités étaient partis. Wendy avait pris des somnifères et était allée se coucher, et Colby dormait dans la maison d'amis où je lui avais demandé de rester. Il m'avait donné une dernière information cruciale. Le code du bureau fermé à clé de son père était la date d'anniversaire de leurs parents. Papa pense qu'il est sentimental, avait dit Colby, mais en réalité, il ne se souvient tout simplement pas des nombres aléatoires. La porte du bureau s'ouvrit avec un léger déclic. À l'intérieur, des classeurs tapissaient les murs, chacun méticuleusement étiqueté. Transactions immobilières, titres de propriété, documents fiscaux. Et là, dans le tiroir du bas du dernier classeur, personnel, confidentiel. Mes mains tremblaient en sortant un épais dossier intitulé « Échange de bébés, hôpital général de Riverside ». Les papiers racontaient toute l'histoire avec des détails dévastateurs, dossiers médicaux, virements bancaires, échange de mets datant de 6 ans. Garrett avait planifié cela avant même que je ne tombe enceinte. Il avait rencontré les Von lors d'une conférence médicale où ils cherchaient désespérément des alternatives pour le diagnostic fatal de leur enfant à naître. Défaillance multiviscérale, aucune chance de survie au-delà de quelques semaines. Ils avaient besoin d'un miracle. Garrett leur en a offert un pour 2 millions de dollars. Le contrat était là, noir sur blanc, nouveau-né en bonne santé à livrer aux alentours du 15 octobre 2019. Ma date d'accouchement. Il savait que j'étais enceinte avant même que je ne le lui dise. Il avait piraté mon portail médical, vu mes rendez-vous prénataux et commencé à prendre des dispositions. Le docteur Ansley lui devait 300 000 $ suite à une dette de jeu et une affaire de faute professionnelle étouffée. Patricia, l'infirmière, avait besoin d'argent pour le traitement du cancer de son fils. Garrett avait promis de tout payer s'il l'aidait à échanger les bébés. Ma fille en bonne santé est née à 3h47 du matin. Le bébé des Von est né à 3h52, dans le même hôpital, déjà mourant. Pendant que j'étais inconsciente suite à la césarienne d'urgence, ils ont échangé les nourrissons, modifié les dossiers médicaux, interverti les bracelets d'identification. Ma fille a été emmenée en urgence dans une ambulance privée vers le Panthous des Von à Manhattan. Leur enfant mourant a été placé dans mes bras à mon réveil. J'ai trouvé des photos dans le dossier, des clichés de surveillance que Garrett avait pris au fil des ans. Une petite fille avec exactement mes yeux et mon menton têtu, apprenant à faire du vélo à Central Park. La même enfant soufflant les bougies sur des gâteaux d'anniversaire élaborés. Jouant du violon dans ce qui ressemblait à Carnegie Hall, montant à cheval dans un centre équestre d'élite. Sur chaque photo, elle rayonnait de santé, dégageant le genre de vitalité que Meredith n'avait jamais eu. La photo la plus récente datait d'une semaine. Nora Von à sa fête de 5e anniversaire, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que tout l'équipement médical de Meredith. Elle riait, entourée de dizaines d'enfants, une montagne de cadeaux derrière elle. Le même jour, Meredith avait été trop faible pour manger son gâteau d'anniversaire. Garrett est entré dans son bureau à minuit 23. Il s'est figé en me voyant assise à son bureau, les papiers étalés dessus comme des preuves lors d'un procès, ce qu'ils étaient exactement. « Jessica, je peux t'expliquer. Expliquer comment tu as vendu mon bébé? Expliquer comment tu m'as laissé déverser 5 ans d'amour dans une enfant que tu savais mourante, pendant que ma propre fille grandissait en appelant des étrangers maman et papa?
Il a fermé la porte derrière lui. Un instant, j'ai vu le vrai Gareth. Pas le frère aimant, pas l'oncle généreux, mais l'homme d'affaires calculateur qui avait échangé l'enfant de sa sœur contre de l'argent. Le bébé Vaughn serait mort de toute façon. Il lui restait peut-être 3 semaines, maximum. Au moins, avec toi, elle a eu 5 ans d'amour. Un véritable amour. Et Nora a tout. Les meilleures écoles, les meilleurs médecins, toutes les opportunités du monde. Je l'ai sauvée de la pauvreté, Jessica. Tu l'as volée à sa mère. Je lui ai donné une vie meilleure. Tu pouvais à peine payer ton loyer. Tu l'aurais élevée dans des appartements miteux, envoyée dans des écoles en faillite, tu te serais tué à la tâche pour subvenir à ses besoins. Maintenant, elle a des tuteurs privés, parle 3 langues, joue de 2 instruments. Elle s'épanouit. Tu n'avais pas à la sauver. Elle était à moi. Le masque de Gareth s'est finalement complètement fissuré. Et Meredith? Je l'ai maintenue en vie plus longtemps que n'importe quel médecin ne l'avait prédit. Cet argent a payé des traitements expérimentaux, les meilleurs spécialistes, du matériel que l'assurance n'aurait jamais couvert. Elle a vécu 5 ans au lieu de 3 semaines. Tu as pu être une mère grâce à ce que j'ai fait. J'étais déjà une mère. Tu as juste volé mon enfant et m'a donné celui de quelqu'un d'autre à regarder mourir. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911. Gareth s'est jeté dessus, mais je parlais déjà à l'opérateur. Je dois signaler un enlèvement et une fraude. Mon frère a vendu mon nouveau-né il y a 5 ans et l'a échangé avec un nourrisson mourant. J'ai toutes les preuves ici. Gareth s'est effondré sur une chaise alors que les sirènes retentissaient au loin. Jessica, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Pense à Colby. Colby est la seule personne honnête de ta famille. C'est lui qui m'a dit la vérité. La police est arrivée avec 4 voitures. Alors qu'ils emmenaient Gareth menotté, il s'est retourné une dernière fois. J'aimais Meredith, moi aussi, a-t-il dit. Je lui rendais visite tous les mois. J'ai tout payé. Ça ne compte pas pour quelque chose? Tu rendais visite à ta victime. Tu as payé avec de l'argent sale. Et non, ça ne compte pour rien du tout. L'enquête a duré 4 mois, mais les preuves étaient accablantes. Gareth avait tout gardé, pensant que sa richesse et ses relations le rendaient intouchable. Chaque email, chaque virement bancaire, chaque document falsifié était encore dans ce bureau, comme des trophées de son crime. Le docteur Ansley a tout avoué immédiatement face aux preuves. Il s'est effondré dans la salle d'interrogatoire, admettant tout en suppliant pour obtenir l'immunité. Il ne l'a pas obtenue. Patricia, l'infirmière, avait fui aux Philippines 3 ans plus tôt, mais avait laissé derrière elle une confession détaillée dans un coffre-fort, sachant que ce jour pourrait arriver. Elle écrivait qu'elle ne pouvait pas vivre avec la culpabilité, mais ne pouvait pas se permettre de rendre l'argent qui avait sauvé la vie de son fils. Gareth a été condamné à 15 ans de prison pour enlèvement, fraude et complot. La juge a qualifié son acte de l'un des crimes les plus calculés et cruels qu'elle ait jamais eu à juger. Wendy a divorcé avant même la fin du procès. Elle a pris Colby et est retournée vivre chez ses parents en Oregon. Pendant la procédure, elle a juré qu'elle n'avait jamais rien su. Et en voyant son visage dévasté, je l'ai cru. Elle avait été une autre victime de la tromperie de Gareth, vivant dans une maison bâtie sur de l'argent sale. Colby a témoigné avec la bravoure de quelqu'un de 3 fois son âge. Assis à la barre des témoins, ses pieds ne touchant même pas le sol, il a clairement raconté à la cour ce qu'il avait entendu. « Mon papa a fait une mauvaise chose », a-t-il simplement dit au juge. Il a pris le vrai bébé de tante Jessica et lui a donné un bébé malade à la place. Ce n'est pas ce que les familles font. Le procureur a déclaré que son témoignage avait été la clé de la condamnation. Ce garçon de 7 ans avait fait ce qu'aucun des adultes n'avait pu faire, dire la vérité. Rencontrer Nora, ma fille biologique, fut à la fois surréaliste et déchirant. L'avocat des Vaughn a organisé la première rencontre dans un lieu neutre, le cabinet d'un psychologue pour enfants décoré de jouets et de couleurs vives. Nora est entrée, vêtue d'une robe de créateur et de ballerine, ses cheveux coiffés en parfaite tresse française. Elle avait exactement mes yeux, jusqu'aux petites paillettes dorées autour des pupilles, mon menton têtu, le nez de ma mère. Mais ses manières étaient celles des Vaughn, raffinées et prudentes. Rien à voir avec l'énergie chaotique que j'avais imaginée pour ma fille. « Bonjour », dit-elle formellement, tendant sa petite main pour une poignée de main. « Je suis Nora. Vous êtes ma mère biologique. » Quelqu'un l'avait bien préparé. Les Vaughn, dévastés mais finalement des gens honnêtes, ont accepté des visites supervisées qui ont progressivement augmenté avec le temps. Ils n'étaient pas les méchants de cette histoire.
Ils croyaient sincèrement avoir adopté une enfant abandonnée par le biais du service d'adoption privé de Gareth. Il leur avait dit que j'étais une toxicomane qui avait renoncé à ses droits. Ils avaient payé 2 millions de dollars, pensant couvrir des frais médicaux et juridiques. Quand ils ont appris la vérité, Madame Vaughn s'est effondrée et a dû être hospitalisée pour un choc. Nous sommes tous en thérapie familiale maintenant. Chaque jeudi, les Vaughn et moi nous asseyons dans le bureau du docteur Martinez, essayant de naviguer dans cette situation impossible. Nora, qui a maintenant 6 ans, s'ouvre lentement à moi. La semaine dernière, elle a demandé si elle pouvait m'appeler « maman » aussi, puisque j'ai 2 mamans qui m'aiment. Madame Vaughn et moi avons toutes les deux pleuré. Nous écrivons de nouvelles règles sur ce que signifie la famille, créant quelque chose qui n'a pas de modèle. Mais voici ce qui me hante dans les moments de calme. J'ai aimé Meredith complètement. Elle n'était pas ma fille biologique, mais pendant 5 ans, elle a été mon monde entier. Chaque nuit blanche, chaque opération terrifiante, chaque petite victoire quand elle réussissait à manger sans vomir ou à traverser la pièce sans tomber. C'était réel. Notre amour était réel. Quand elle m'appelait « maman », quand elle tendait les bras vers moi, quand elle avait peur, quand elle me disait qu'elle m'aimait, plus grand que le ciel tout entier, c'était la vérité. Je me rends sur la tombe de Meredith tous les dimanches. J'apporte des fleurs violettes parce que c'était sa couleur préférée. Je lui raconte ma semaine, je lui parle de Nora, de Colby qui envoie des dessins depuis l'Oregon. Je la remercie de m'avoir appris à être une mère, à aimer sans condition, à me battre pour quelqu'un même quand les chances sont infimes. Elle m'a préparé à l'amour compliqué que je dois maintenant naviguer avec Nora. Les Vaughn ont gardé le nom de Nora, et moi aussi. Elle s'appelle maintenant Nora Vaughn Torres, une existence avec un trait d'union qui reflète sa vie à trait d'union. Elle passe les jours de semaine avec les Vaughn à Manhattan et les week-ends avec moi dans un petit appartement que je loue avec l'argent du dédommagement de l'hôpital. Nous trouvons notre rythme, lentement. Elle m'apprend son monde de leçons de violon et de compétitions équestres. Je lui apprends mon monde de dessins animés le samedi matin et de pancakes aux pépites de chocolat fait maison. L'amour ne dépend pas du sang, des certificats de naissance ou de qui était là en premier. Il s'agit d'être présent, encore et encore, même quand c'est compliqué, désordonné et que ça ne ressemble à l'histoire de personne d'autre. J'ai eu 2 filles. L'une que j'ai élevée et perdue. L'une que j'ai perdue et retrouvée. Toutes 2 ont fait de moi une mère. Toutes 2 m'ont appris que l'amour se multiplie plutôt qu'il ne se divise, qu'un cœur peut se briser et s'agrandir simultanément. Gareth a volé 5 ans à Nora et à moi, mais Meredith m'a donné 5 ans de sens qui m'ont préparé pour cette version fracturée et reconstruite de la maternité. Chaque jour, je choisis d'honorer mes 2 filles, parce que c'est ce que font les mères. Nous aimons au-delà de la logique, au-delà de la perte, au-delà de ce que quiconque peut comprendre. Si vous avez trouvé cette histoire poignante, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire sur vos propres expériences avec la famille, la perte ou l'amour inattendu. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent que même dans nos moments les plus sombres, la vérité et l'amour trouvent un moyen de faire surface. Merci d'avoir écouté mon histoire.